Ni la Grande-Bretagne ni l'Espagne ont eu besoin de raser des villes pour résoudre le problème du terrorisme. Jacques Beau, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien membre du renseignement stratégique suisse, ancien chef de la doctrine des opérations de la paix des Nations Unies. Vous avez écrit en 2022 « Vaincre le terrorisme djihadiste » aux éditions Macmillan et vous venez de publier « Opération déluge d'Al-Aqsa » concernant le conflit israélo-palestinien, toujours aux éditions Macmillan. Dans ce livre, vous analysez longuement et avec une rare précision les événements du 7 octobre ainsi que la guerre qui a suivi entre les Israéliens et les Palestiniens depuis 7 mois. Vous parlez également, plus largement, dans ce livre, de la constance de la politique israélienne depuis une centaine d'années. Alors donc on va reprendre quelques points historiques pour commencer. Vous évoquez par exemple la déclaration de Balfour en novembre 1917 par laquelle la Grande-Bretagne s'engage à promouvoir l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. Donc revenons sur la colonisation sioniste avant 1947. J'aime pas beaucoup le terme de colonisation, même si c'est aussi sioniste, je ne vais pas mettre l'accent sur cet élément-là. On va parler de la présence juive en Palestine. D'abord parce qu'effectivement, un élément central de la situation de l'époque, c'est la déclaration, plutôt la résolution 180 des Nations Unies, qui parle de population juive et de population arabe. On parle pas, le sionisme est déjà un mouvement politique, donc c'est pour ça que j'aime pas l'utiliser dans ce contexte-là, mais même si c'est juste d'ailleurs. Mais voilà. Alors, tout d'abord, il faut bien comprendre, et aujourd'hui, on voit que les Palestiniens, enfin aujourd'hui, on le voit, on le sait déjà depuis 75 ans en fait, que les Palestiniens contestent la présence israélienne en Palestine. Et il faut avouer qu'il y a de sérieux arguments en faveur de leur position. Tout d'abord, et sans entrer dans les détails, parce que j'entre dans les détails dans mon livre et ceux qui sont intéressés pourront s'y référer. Mais en gros, en 1917, lorsque les Britanniques, ou plutôt Lord Balfour, promet à la communauté juive un foyer national en Palestine, eh bien, il donne un territoire qui ne lui appartient pas. Ça, c'est déjà le premier élément qui est central. C'est-à-dire que, déjà, formellement, en 1917, ce territoire n'appartenait pas à la couronne britannique, donc déjà, il n'y avait pas de raison de le faire. Mais en plus de ça, après la Première Guerre mondiale, alors que l'Empire ottoman est défait et démantelé, à la suite duquel démantèlement la Grande-Bretagne a reçu le mandat de protéger la Palestine, cette Palestine ne lui appartient pas. C'est la Société des Nations qui lui a confié la garde ou la gestion, si vous voulez, de cette zone. Et la couronne britannique n'a aucune autorité, en fait, autre que simplement administrative sur cette zone. Et que donc, prendre un territoire pour le donner à un autre, alors qu'on ne le possède pas, est évidemment quelque chose qui est extrêmement discutable. Et c'est la raison pour laquelle la première position, cette position des Palestiniens à l'égard de la déclaration Balfour est empreinte d'une certaine justesse. Et cet élément a été d'ailleurs soulevé tout récemment par un expert en droit international à la Cour internationale de justice, d'ailleurs il y a 2-3 jours, ce Ralph Wild, qui a fait une excellente intervention à la Cour internationale de justice pour indiquer le côté illégal, d'ailleurs, de cette donation et d'ailleurs de ce qui s'est passé après. Parce qu'un autre élément, une sorte de milestone, comment dire, une étape importante de la création de l'État d'Israël a été la résolution 180 des Nations Unies, de l'Assemblée générale des Nations Unies, et qui a proposé ce qu'on a appelé le plan de partition
de la Palestine entre un État juif et un État arabe. Et c'est ce plan de partition qui a été adopté en novembre 1947 et sur la base duquel l'État d'Israël s'est créé 6 mois plus tard, en mai 1948. Ce qui est intéressant dans cette résolution, que bien peu de personnes n'ont lu d'ailleurs, parce que beaucoup de gens disent oui, l'ONU a donné un État à Israël. Ce n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. La résolution crée 2, même on pourrait dire 3 États en quelque sorte, en exagérant un peu, ou 3 entités. Un État juif, un État arabe et un État international ou une entité internationale qui est Jérusalem, sous gouvernance internationale. Donc on est sur 3 entités. Mais ça, ce n'est pas le plus intéressant, parce que c'est la fameuse carte qu'on a, qui était une proposition. Ça a été sur la base de données démographiques, données d'ailleurs très contestables, parce qu'elles donnaient plus de territoire à une minorité de la population, enfin bref. Mais sans entrer dans les détails de cette histoire, cette fameuse carte n'était qu'une proposition. Parce que la résolution demandait qu'on consulte les populations arabes et juives sur une partition. Et que la carte qui est proposée est un modèle. Il fallait partir d'un modèle, si vous voulez, pour avoir des référendums sur cette partition. Or, aucun référendum n'a été réalisé. On n'a consulté ni la population juive, ni la population arabe. La population juive qui, à cette époque-là, recevait un apport de réfugiés, dont beaucoup de représentants masculins avaient combattu dans l'armée britannique. On avait là un potentiel de force qui d'ailleurs s'est montré extrêmement efficace en 1948 durant les conflits. Mais bref, ce que je veux dire par là, c'est que la résolution 181 devait être appliquée dans le contexte de l'autodétermination des peuples. Donc il ne s'agissait pas d'imposer un territoire, d'imposer des frontières, mais de leur demander dans quelle mesure elles étaient d'accord et de savoir comment on pouvait faire cette répartition. D'ailleurs, si les Israéliens étaient plutôt favorables à avoir un État à eux, donc 2 États de facto, un État juif et un État arabe, les Arabes, eux, préféraient un État unique, dans lequel les 2 peuples auraient coexisté. Et c'est la raison pour laquelle, parce que ces référendums n'ont pas été effectués, parce que les frontières ont été imposées par la force, dès la publication ou la promulgation de cette résolution en novembre 1947, les milices israéliennes, enfin qui n'étaient pas encore israéliennes, c'est des milices juives à l'époque, elles ont commencé déjà à s'emparer de territoires en chassant les populations, c'est ce qu'on appelait la Nakba. Et c'est le fait de conquérir ces territoires qui, au 14 mai 1948, a finalement donné les frontières de l'État d'Israël. C'est à ce moment-là que les pays arabes ont dit non, ça c'est pas comme ça que le problème devait être réglé. Par ailleurs, il y a un autre phénomène qu'on a tendance à oublier, c'est que la Palestine mandataire, c'est-à-dire la Palestine qui était sous l'autorité de la couronne britannique, autorité administrative donnée par la Société des Nations, cette Palestine mandataire était un pays. N'est-ce pas ? Les gens avaient un passeport. Golda Meir dit « j'étais palestinienne » parce qu'elle avait un passeport palestinien. Que la Palestine avait un comité olympique créé en 1931, qui a participé aux Jeux olympiques, etc. Donc on a un pays qui existait. Or, ce pays, personne ne l'a abrogé. Il aurait fallu, là aussi, faire une consultation populaire pour décider ce que l'on faisait de la Palestine. Et probablement qu'on ne l'a pas fait parce que la population palestinienne était favorable à la conservation. Je l'ai dit tout à l'heure que les Palestiniens étaient favorables à un seul pays dans lequel les 2 communautés juives et arabes coexisteraient. Et à prévoir que les Palestiniens
voulait conserver l'État de Palestine, à l'intérieur duquel aurait coexisté, sous une forme alors qui aurait été à déterminer, mais que je ne connais pas. Il y a certainement eu des modèles de réflexion là-dessus, mais je ne vais pas entrer dans les détails ici. Donc on n'a jamais abrogé l'État de Palestine. Donc si vous voulez, il y a une suite d'activités légales au sens du droit international qui ont été tout simplement omises et que l'occupation militaire a en fait remplacé. Donc l'État d'Israël qui émerge en mai 1948 n'est ni dans l'esprit ni dans la forme ce que la résolution de 1981 avait prévu. C'est la raison sans doute pour laquelle on remarque que les Israéliens, lorsqu'ils parlent de leur légitimité ou de la légitimité de l'État d'Israël, invoquent plus facilement le fait qu'ils étaient sur cette terre il y a 2000 ans plutôt que la résolution 180 des Nations Unies parce qu'ils n'ont jamais respecté cette résolution en réalité. Donc ça, c'est un élément important de cette partie et qui explique le fait que les Palestiniens n'ont jamais admis la situation qui était. Et on n'est pas dans des affaires d'antisémitisme, dans des choses comme ça, ni même d'antagonisme islam-judaïsme. On n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment dans l'application du droit international. Et cette situation va se prolonger plus tard parce que on va retrouver finalement une problématique très similaire avec les territoires occupés à la suite de la guerre de 1967. Que, selon la résolution 242 des Nations Unies, Israël aurait dû quitter. Donc les territoires qui aujourd'hui sont Gaza, la Cisjordanie et le Golan auraient dû être évacués par l'armée israélienne pour la bonne et simple raison que ces territoires avaient été acquis par une opération d'agression. Israël ne les a évidemment jamais quittés. Et donc, on est aujourd'hui dans cette situation-là qui a été créée, en définitive, par le non-respect du droit international par Israël. Vous dites que cette résolution de l'ONU du 4 juin 1967, que le Hamas est prêt à reconnaître, vous citez la charte du Hamas en annexe dans votre livre, et qui prête beaucoup à confusion. En quoi cette résolution est problématique ? Aujourd'hui, quand on parle du Hamas, on dit toujours le Hamas veut détruire Israël. Quand on dit le Hamas veut détruire Israël, on se réfère à sa charte de 1988, dans laquelle il était effectivement dit que le Hamas n'acceptait pas la présence d'Israël, ce qui est un peu logique quelque part quand vous êtes occupé par une puissance que vous considérez née d'une illégitimité, presque un peu logique que vous ayez envie de la détruire. Mais bref, c'était quand même la terminologie. Mais quand on cite ça aujourd'hui, en réalité, on ment par omission. Parce que, en 2017, il y a eu une nouvelle charte qui a été écrite, un document qui remplace, si vous voulez, la charte de 1988, et qui ne parle plus de la destruction de l'État d'Israël, qui parle de l'entité sioniste, mais qui ne parle pas de détruire Israël. La raison pour laquelle je dis que même le Hamas n'a pas l'intention de détruire Israël, c'est qu'à plusieurs reprises, les dirigeants du Hamas ont dit qu'ils étaient prêts à négocier une solution sur la base des frontières du 4 juin 1967, pas de la résolution. La résolution de 242 de 1967 date de bien plus tard, elle date d'après la guerre des 6 jours, c'est-à-dire, maintenant j'ai plus la date exacte en tête, mais c'est bien après juin de 1967. Mais la frontière qui était celle de 1949 en réalité, qui est la frontière tolérée internationalement, la frontière de facto, si vous voulez, qui a été figée à l'issue du conflit de 1948-1949 et qui était toujours la même au 4 juin 1967, c'est-à-dire juste avant l'offensive israélienne, c'est les frontières. Quand on dessine Israël et qu'on enlève les territoires occupés, c'est généralement les frontières du 4 juin 1967 qu'on a, c'est cette fameuse frontière verte en quelque sorte. Là, le Hamas est prêt à discuter sur cette base-là. Autrement dit, implicitement,
ou même explicitement d'ailleurs, le Hamas dit qu'ils sont prêts à une situation de 2 États, avec un État qui serait l'État d'Israël dans ses frontières du 4 juin 1967, et puis un territoire palestinien qui serait les territoires occupés tels qu'on les voit aujourd'hui sur la carte, sans les implantations. Ceci étant, il est vrai que le Hamas a souvent eu un discours ambigu, et puis que le Hamas a souvent dit et souvent sur les cartes qu'il représente, il montre un État d'Israël entre la mer Méditerranée et le Jourdain, qui est le même État que prétend vouloir Israël. Donc c'est exactement le même. Donc il n'y a pas de... Si on condamne le Hamas pour ça, il faut condamner Israël pour la même chose, parce que les deux revendiquent le même territoire. Avec la différence, c'est qu'Israël occupe ce territoire, mais l'occupe de manière illégitime et en grande partie illégale d'ailleurs. Donc ça veut dire que le Hamas, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas obnubilé par la destruction d'Israël, est prêt à discuter avec Israël, est prêt à discuter à une solution. Et de nouveau, je ne peux pas préjuger laquelle prévaudra, si c'est une solution ou celle qui pourrait prévaloir dans la tête des gens du Hamas, une solution à un État et puis peut-être des subdivisions fédérales, ou bien 2 États. Voilà. Donc j'imagine que c'est plutôt une solution à 2 États qui sortirait, mais de nouveau, c'est à eux de voir, et je n'ai aucune idée de ce qui pourrait prévaloir dans une négociation. Vous dites que le problème, c'est qu'Israël n'a jamais défini ses frontières. Voilà. Alors ça, c'est un élément très important. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les Palestiniens refusent de reconnaître l'État d'Israël. Et ça n'est pas, de nouveau, parce qu'ils n'aiment pas les Juifs. C'est tout simplement parce qu'Israël n'a jamais défini ses frontières. C'est le seul pays du monde, d'ailleurs, qui n'a jamais défini ses frontières, malgré les demandes répétées des Nations Unies pour qu'il arrête ses frontières. Et le fait de ne pas définir ses frontières était une volonté délibérée de David Ben-Gourion. Et dans ses mémoires, il explique d'ailleurs qu'à la veille de la déclaration d'indépendance, donc qui était le 14 mai 1948, la veille de cette déclaration, il y a eu des discussions au sein du comité pour l'indépendance du pays, de savoir est-ce qu'on allait définir les frontières ou pas. Or, l'avis a prédominé qu'il ne fallait pas définir ces frontières, parce qu'il y a toujours cette idée que Israël devrait s'étendre bien au-delà des frontières qui, à l'époque, étaient définies, ou plutôt qui avaient été esquissées par la résolution 180 des Nations Unies, mais aussi qui allait bien au-delà et qui s'étendait jusqu'à la Transjordanie, qui est la Jordanie actuelle, qui faisait partie de la Palestine mandataire à l'époque, mais que les Britanniques avaient donné à la monarchie hachémite, dont la donation a provoqué au sein du mouvement sioniste un mouvement radical dirigé par M. Jabotinsky, qui voulait récupérer cette Jordanie. Et l'idée de récupérer ce grand Israël, elle n'a jamais quitté l'idée des gens, enfin ce mouvement sioniste révisionniste, comme on l'appelait, de Jabotinsky, est aujourd'hui devenu le Likoud de M. Netanyahou. Donc vous avez une filiation très, très simple. Ce mouvement de pensée n'a jamais abandonné l'idée d'avoir un Israël qui s'étendrait bien au-delà des frontières actuelles. Par conséquent, le problème pour les Palestiniens est suivant. S'ils reconnaissent Israël sans qu'ils définissent ses frontières, ça veut dire pour les Palestiniens reconnaître l'autorité d'Israël sur les terres qu'eux considèrent comme les leurs. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas reconnaître l'État d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle, à la suite des accords d'Oslo, d'ailleurs, il y a eu tant de difficultés au sein du mouvement palestinien parce que Yasser Arafat, en échange d'une reconnaissance de l'État palestinien, avait accepté de reconnaître l'État d'Israël. Ce qu'il a fait, il a tenu parole, mais les Israéliens n'ont jamais reconnu l'État de Palestine. On est de nouveau dans une sorte de jeu de dupes qui a fait que les Palestiniens, aujourd'hui, encore moins qu'avant, sont enclins à reconnaître l'État d'Israël. Parce qu'où sont ses limites ? Vous ne pouvez pas reconnaître à votre adversaire le droit, vous reconnaîtriez à votre adversaire son autorité sur vos terres. Alors vous parlez longuement de la politique israélienne d'occupation depuis 1967. Donc vous parlez de la situation dans les territoires occupés, la question de l'État juif, la question de l'apartheid. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails parce qu'on est dans des questions aussi juridiques.
qui sont expliquées de manière simple, mais avec des exemples dans le livre. Mais grosso modo, la politique d'occupation d'Israël n'a pas été, comme l'imaginent les juristes occidentaux, dans l'idée d'une occupation temporaire. Israël a occupé les territoires, ce qu'on appelle aujourd'hui les territoires occupés, les territoires palestiniens occupés, c'est-à-dire Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Israël occupe ces trois territoires et les a toujours occupés dans l'idée qu'ils seraient les siens. Mais selon le droit international, ça ne peut pas être les siens. Donc ça veut dire que ce qui se passe depuis 1967, c'est qu'Israël crée des situations d'irréversibilité de son occupation. Ça veut dire l'installation de colons, et en Cisjordanie, ils avoisinent les 700 000 maintenant. C'est une augmentation considérable depuis, il y en avait quelques milliers dans les années 70, et 50 ans plus tard, ils ont été multipliés par plus près de 200 fois, quoi. J'entends, c'est énorme. Et qui s'étendent de manière très brutale et sans égard par rapport à la population palestinienne. Et je ne parle pas beaucoup dans mon livre de Jérusalem-Est, qui est de nouveau un problème aussi, qui est moins visible sur la carte. Il faut dire aussi que c'est moins visible parce que les colons viennent prendre des locaux. Hein. Ils entrent dans une maison, ils disent aux Palestiniens de partir, puis ils s'installent. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est des situations extrêmement dérangeantes qui ont été condamnées d'ailleurs par beaucoup d'Israéliens eux-mêmes. Donc, on est dans vraiment une politique d'occupation brutale et illégale, effectivement, parce que le droit international prévoit que dans une situation d'occupation militaire, eh bien, la puissance occupante doit prendre soin de la population occupée, doit veiller à une vie normale, à ce qu'elle ait une vie normale, à ce qu'elle ait un certain bien-être, et non pas de l'opprimer, de prendre ses terres. Et elle n'a pas le droit non plus de faire des modifications comme des répartitions territoriales ou des routes. Vous avez en Cisjordanie, il y a des routes réservées aux Israéliens et puis des routes réservées aux Palestiniens. Et les Palestiniens n'ont pas le droit d'utiliser les routes réservées aux Israéliens. Les Israéliens peuvent utiliser les routes, etc. Donc c'est des situations extrêmement complexes, extrêmement dérangeantes pour les gens qui sont issus de pays démocratiques comme en Europe. Mais c'est comme ça qu'on vit. Il y a d'ailleurs et c'est amusant d'ailleurs de voir, enfin amusant, c'est pas amusant, mais c'est intéressant de voir que ceux qui sont le plus sensibles à ces situations sont les Juifs américains. Et vous avez de très nombreuses vidéos qui ont été faites, que vous trouvez sur YouTube d'ailleurs, qui ont été faites par des jeunes Juifs américains qui sont allés en Israël pour différentes raisons, culturelles, parce qu'ils s'y sont attachés, ce qui est tout à fait légitime, etc. Mais qui sont revenus aux États-Unis avec une vision plus troublée de la chose, et qui ont fait des vidéos qui sont très poignantes d'ailleurs, extrêmement intéressantes, où ils montrent que, effectivement, et on comprend d'ailleurs pourquoi ces jeunes aujourd'hui ont une certaine désaffection pour Israël, parce qu'ils s'aperçoivent qu'on est dans un pays qui ne partage pas les valeurs que eux, comme Américains, sont habitués à connaître, et qu'ils s'imaginaient qu'Israël partageait. Donc voilà, ça c'est un élément intéressant. Mais donc voilà, on a une politique très agressive dont le but d'ailleurs avoué est de rendre la vie impossible aux Palestiniens.
Il n'y a plus de vie économique vraiment possible. Alors ça a été mis en évidence lorsque, et notamment il y a eu la campagne BDS. Cette campagne, c'est une campagne qui vise à interdire les produits, c'est un boycott en fait, c'est une politique de boycott contre les produits israéliens qui seraient marqués Made in Israel, mais qui sont fabriqués en Palestine, enfin sur territoire palestinien. Et vous avez par exemple de l'huile d'olive, vous avez des agrumes, des citrons ou des oranges qui sont fabriquées, enfin qui sont produites sur territoire en Cisjordanie, mais qui sont vendus avec le label Made in Israel. Et cette pratique d'ailleurs est interdite, même l'Union européenne l'a interdite. Mais si vous êtes pour un boycott de ces produits, la loi française vous punit. Typiquement. Donc, on est dans ce type de contradiction. Donc, on sait que la pratique d'Israël est illégale, mais si on lutte contre cette illégalité, on est soi-même puni. Donc, on est un peu dans une situation de chat qui se mord la queue, et on est dans une situation, d'ailleurs, je pense que ça contribue considérablement à l'image négative d'Israël. Et je pense qu'Israël bénéficierait considérablement à laisser les Palestiniens produire leurs oranges made in Palestine et puis terminer ça, voilà. Mais le problème est que les Israéliens considèrent que c'est leur terre. C'est ça le problème. Et donc, pour cette raison-là, ils ne peuvent pas accepter que les Palestiniens aient un made in Palestine. Il n'y a pas de Palestine. Sur quelle stratégie et doctrine repose, à votre avis, la lutte contre la résistance palestinienne ? Par exemple, vous parlez de la stratégie contre le terrorisme, où vous dites que la lutte israélienne contre le terrorisme est fondée sur le principe de la vengeance. La stratégie de dissuasion qui a été développée par Moshe Dayan. Israël, pour lutter contre la résistance palestinienne, parce qu'il s'agit bien d'une résistance qui a parfois, mais pas toujours, utilisé le terrorisme, qui d'ailleurs depuis une vingtaine d'années n'utilise plus le terrorisme, pour être tout à fait exact, si on regarde d'un point de vue militaire et doctrinal, on constate que la stratégie ou les stratégies palestiniennes, parce qu'il y a différents mouvements avec différentes approches, elle ne répond pas à la définition du terrorisme. Mais ça reste une résistance. Et la politique israélienne a toujours été de travailler en fonction de la dissuasion, c'est-à-dire l'usage de la force disproportionnée dans le but de dissuader. C'est-à-dire on va vous faire tellement mal que vous n'aurez même pas l'idée de résister. Ironiquement, c'est une approche très occidentale pour un pays dont la population se réclame de cette culture depuis 2000 ans, ou de la culture du Moyen-Orient depuis 2000 ans. C'est une approche très occidentale, parce que dans les populations arabes, l'idée de ne pas baisser la tête, l'idée de continuer à résister, fait partie de la sorte pas seulement de la fierté, mais ça fait partie presque d'un devoir, d'une certaine manière. Là, il y a une inadéquation aussi de l'approche, si vous voulez. Au-delà des stratégies opérationnelles, etc., il y a je pense qu'Israël calcule mal son coût. Et que par son approche de la lutte contre la résistance palestinienne, elle encourage cette résistance en réalité. Et c'est pour ça d'ailleurs que Israël est le seul pays du monde, en 75 ans, à ne pas avoir réussi à se débarrasser de ce problème-là. Tous les autres pays ont trouvé des solutions à leur résistance ou séparatisme ou ce que vous voulez qu'on a eu à l'intérieur d'eux, y compris le terrorisme. Ils ont toujours trouvé une solution politique, rarement militaire, parce que ce n'est pas des situations qu'on résout par la force, c'est des situations qu'on résout par la politique. Israël n'a jamais réussi à le faire. C'est pratiquement dans le club des pays qui sont victimes du terrorisme, c'est le plus mauvais élève, d'une certaine manière. Par contre, c'est le plus brutal. Et ça fait partie d'une stratégie qui a été esquissée, ou décrite, pourrait-on dire, déjà au début des années 50, par le jeune Moshe Dayan, qui est devenu général par la suite
et qui a été un des héros de la guerre des 6 jours en 1967. Mais c'est lui qui a esquissé cette idée d'une disproportion pour inciter, c'est en fait un régime de terreur, en d'autres termes. C'est un régime de terreur, tout simplement. Et c'est comme ça qu'Israël, en fait, perfectionnait le truc, et on est toujours dans ce même système de pensée. C'est la raison pour laquelle vous avez, pour Gaza, puisqu'on parle de Gaza, vous avez une réponse disproportionnée, explicitement disproportionnée et délibérément disproportionnée. Ça fait partie d'une approche qui est toujours la même depuis 75 ans. Et quand on parle de Gaza, on en parle maintenant, tout le monde en parle depuis le 7 octobre, et c'est peut-être, si vous voulez, le succès stratégique des Palestiniens d'avoir attiré l'attention du monde sur la situation à Gaza. Mais en réalité, si vous regardez ce qui s'est passé ces 15 dernières années, vous apercevez que Gaza est régulièrement attaqué par les Israéliens, bombardé par les Israéliens, que les populations civiles sont bombardées par les Israéliens régulièrement. Ce qu'on observe aujourd'hui et ce qui crée, le dégoût, on peut dire, de la communauté internationale et qui a provoqué la réaction de l'Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de justice, ce qu'on voit là n'est en fait que la répétition de choses qui se sont passées déjà avant. Vous reprenez les chiffres entre 2008 et 2023 dans le livre et vous comptabilisez 152 560 blessés côté palestinien alors qu'il n'y en a que 6 300, donc on a un facteur 20 à 25. Et les morts, chaque année, c'est 6 397 contre 315 côté israélien. C'est ça. Donc on a des réponses sur chaque fois extrêmement brutales, et avec la différence, c'est que d'ailleurs les morts israéliens, vous avez des morts militaires là-dedans, n'est-ce pas? Parce que ce sont des militaires qui interviennent. Très peu de morts civiles. Les Palestiniens, on évoque très souvent l'usage de roquettes. Alors, je me suis amusé à vérifier les tirs de roquettes et pourquoi ces tirs de roquettes. Je ne suis pas le seul à avoir fait ça d'ailleurs, mais on a constaté que les tirs de roquettes sont toujours une réponse à autre chose. C'est-à-dire quand les Israéliens bombardent quelqu'un parce qu'ils ont décidé qu'ils éliminaient tel chef du Hamas ou je ne sais pas quoi, même s'ils n'avaient rien fait d'ailleurs, hein, simplement le fait d'être chef d'une faction, etc., vous condamne à mort. Donc on vient, on bombarde, et puis on lance une bombe de 500 kilos, ça détruit X maisons et tant de personnes. Et là, il y a une riposte de roquettes. Ces ripostes de roquettes sont intéressantes parce que, alors évidemment, je comprends parfaitement que pour les Israéliens, ça ne doit pas être très agréable de vivre dans le rayon d'action de roquettes qui peuvent vous tomber sur la tête de manière impromptue. Enfin, pas totalement impromptue puisqu'elles suivent toujours une attaque israélienne, mais néanmoins, c'est une menace sur eux. Donc ça, je peux le comprendre. Mais il faut dire qu'elles interviennent toujours après une attaque israélienne. Donc, de nouveau, on est dans la question de l'approche israélienne de la lutte contre la résistance, d'une manière générale. Et que les Israéliens n'ont, en 75 ans, pas trouvé d'autre moyen que de détruire les organisations palestiniennes, mais souvent même avec une efficacité ou plutôt une efficience extrêmement faible, puisqu'ils détruisent très peu de combattants, mais beaucoup de civils. Donc en réalité, ils créent de la volonté de résistance. Vous parlez aussi de la doctrine d'Aïa, dans le même ordre d'idées, effectivement, qui a été promenée par le général Kadi Esnekot. Il prône une forte disproportionnalité afin de créer un maximum de dommages et de destruction. Ce n'est pas une recommandation, mais un plan. Tout à fait. C'est cette fameuse doctrine d'Aïa. D'Aïa, c'est le nom d'un quartier de Beyrouth où, pour répondre à une attaque qu'avait subie l'armée israélienne, Israël a répondu de manière massive, sans distinction de civils, militaires, ce que vous voulez. Ils ont tout simplement rasé. Ils ont dit, voilà, on est exactement dans l'application disproportionnée de la force, dans l'idée qu'on va
terroriser la population et que de cette manière, elle ne résistera plus. C'est assez étonnant parce qu'en fait, on parle très très peu de toutes ces doctrines ou ces stratégies. Israël est le pays le plus condamné par la résolution des Nations Unies. D'ailleurs, entre parenthèses, vous citez en annexe près d'une centaine de résolutions depuis 1947 qui ne sont pas respectées par Israël. Pourquoi le narratif israélien témoigne d'un sentiment d'impunité totale vis-à-vis du monde et en particulier vis-à-vis des États-Unis? Alors écoutez, c'est une réponse complexe, d'une question dont la réponse est complexe parce que probablement vous avez des pays qui ont des relations différentes avec Israël. Typiquement l'Allemagne, par exemple. On voit bien qu'en Allemagne, il y a un sentiment de culpabilité à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale qui fait qu'aujourd'hui, l'Allemagne a une grande tolérance à l'égard de ce que fait Israël. Et on ne s'attend pas à ce que l'Allemagne condamne Israël, même si Israël fait des horreurs. Les États-Unis, c'est un peu différent. Là, il y a une population juive qui est extrêmement importante aux États-Unis, qui est un élément, qui est dans des circonscriptions électorales qui sont extrêmement importantes, et que par conséquent, les uns comme les autres cherchent à s'attirer les faveurs de cette communauté, qui est par ailleurs très influente aux États-Unis. Par conséquent, l'impunité vient non pas du fait que les gens apprécient ce que fait Israël, mais plutôt c'est des considérations politiques intérieures qui font que on ne va pas trop s'attaquer à Israël, comme ça on ne s'aliène pas l'électorat juif. Je simplifie le propos, mais on n'est pas très loin de ça. Il y a d'autres composantes aussi dans la politique américaine, notamment l'influence des mouvements conservateurs, religieux, de ces sionistes chrétiens, n'est-ce pas, qui sont aussi extrêmement pro-israéliens, pour des raisons qui tiennent à la fois de la religion, peut-être plus de la religion même que de la politique, assez curieusement. Donc voilà, on a ce phénomène. Et puis on a toute une série de pays, j'ai parlé de l'Allemagne tout à l'heure, mais je pense que la France entre un peu dans le même cadre, n'est-ce pas? Là, il y a toujours un profond sentiment de culpabilité. Un phénomène qu'on retrouve d'ailleurs en Suisse aussi, puisque la Suisse avait, dans les années 30, Volens Nolens, avait quand même dû appliquer des politiques allemandes à propos, par exemple, du J sur le passeport des Juifs, etc. Donc, il y a aussi un sentiment de culpabilité à cet égard. Donc, on a un petit peu, dans toute l'Europe, tous les pays à des degrés divers ont un peu le sentiment d'avoir participé, peu ou prou, et à juste titre ou non, mais ils ont l'impression d'avoir participé à l'Holocauste, et ça influence très certainement leur attitude par rapport à Israël. Et ça, on le voit d'ailleurs dans la manière dont est traitée la problématique palestinienne. On voit que dès que vous commencez à censurer des actions d'Israël ou que vous commencez à les effacer d'une manière ou d'une autre, ça veut dire que vous n'êtes pas très à l'aise avec ce pays. Et vous ne contestez pas les faits d'ailleurs. Vous simplement vous les cachez, c'est tout. Ça n'est jamais réellement un bon signe. Et je ne pense pas que, l'avenir le dira, mais je ne pense pas que ces pays rendent service à Israël en réalité. Et je pense que si on avait, peut-être amicalement d'ailleurs, on n'avait pas besoin d'intervenir militairement en Israël pour lui faire respecter le droit international, mais si on l'avait incité de manière plus amicale, mais peut-être plus ferme aussi, de respecter le droit international, probablement qu'Israël serait dans une situation meilleure aujourd'hui, que sa relation avec les Palestiniens serait meilleure, que sa situation intérieure serait meilleure, et que même, je dirais, même que son économie ou que sa viabilité serait meilleure. Cette stratégie israélienne est justifiée par le fait qu'Israël
n'a pas le choix, qu'ils sont seuls contre tous, et de plus en plus d'Israéliens sont d'ailleurs dans cette croyance. Donc c'est soit ils suivent cette stratégie, ou alors ils disparaissent. Qu'en pensez-vous? C'est une approche que les Israéliens, depuis le début, ont eue. Et d'ailleurs, qu'on entend beaucoup aujourd'hui sur nos plateaux de télévision, d'ailleurs. Beaucoup de gens disent, oui, mais Israël doit se battre. S'il ne se battait pas, il disparaîtrait. Je ne suis pas certain que ce soit comme ça. Je pense que si Israël avait joué le jeu du droit international dès le début, c'est-à-dire dès le début, dès la promulgation ou l'adoption de la résolution 180 des Nations Unies, c'est-à-dire qu'on avait appliqué les différentes procédures qui étaient prévues dans cette résolution, qu'on avait consulté les gens, qu'on aurait fait ça en bonne intelligence avec les populations qui étaient autochtones, qui étaient réelles, qui étaient existantes. Les Palestiniens, on ne les a pas inventés, ils étaient là. Si tout ça s'était passé en bonne intelligence, probablement qu'Israël, même si... d'abord, comment dire, les Palestiniens n'auraient pas eu l'impression d'être dépouillés de terre, mais ils auraient accepté de recevoir un invité, si je peux simplifier les choses. Et donc, Israël serait dans une situation nettement meilleure. Mais Israël est parti de l'idée que le monde lui était hostile et que dès 1947, Israël a pris une posture extrêmement agressive vis-à-vis de ses voisins. Et elle s'est étendue, en fait, Israël s'est étendu par la force. 1967 est un exemple. C'est même allé plus loin en 1973, puisque Israël a encore repris Sinaï, qui a été restitué à l'issue des accords de Camp David, etc. Mais aussi du côté du Golan, qui sont d'ailleurs toujours pas restitués, et que grâce à Trump, dont Trump a reconnu l'annexion par Israël, ce qui est d'ailleurs totalement contre le droit international. Et puis du côté du Liban, puisque Israël a continué à attaquer à plusieurs reprises le Liban, 1982 est un exemple, 2006 en est un autre, et que Israël ne s'est jamais totalement retiré de ses territoires, il conserve toujours le territoire. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le Hezbollah existe. Le Hezbollah, la raison d'être du Hezbollah est la présence israélienne sur le territoire libanais. Et même si M. Meyer Habib dit qu'Israël s'est retiré jusqu'au dernier centimètre carré du Liban, c'est faux. C'est un mensonge. Israël ne s'est pas retiré totalement du Liban, et c'est la raison pour laquelle le Hezbollah existe. Donc, si vous voulez, quand vous attaquez vos voisins, vous devez vous attendre plus ou moins à ce qu'ils ne soient pas vraiment des amis. Alors, l'Égypte et la Jordanie ont signé des accords de paix avec Israël sous la pression américaine. Mais, vous voyez, un accord de paix que vous faites avec un pistolet sur la tempe, ça n'est pas vraiment un accord de paix. Et Israël n'a jamais montré des gages d'amitié par rapport à ces peuples. Ils ont été forcés de signer la paix, puis voilà. Donc, on est dans un équilibre extrêmement fragile que la stratégie israélienne a un peu créé d'une certaine manière. Je ne pense pas, quand on parle aux gens de la région, je ne pense pas que ces gens soient guidés par l'antisémitisme ou des choses comme ça. Quand on parle avec eux, on constate que c'est des populations qui ont toujours vécu ensemble et en bonne intelligence. D'ailleurs, ça c'est symptomatique. Musulmans et juifs sont toujours bien entendus dans les pays où ils étaient. Les problèmes sont toujours venus quand il y a eu des occidentaux et des musulmans ou des occidentaux et des juifs. Nous avons créé des problèmes quand les juifs étaient chez... Enfin, ils sont toujours chez nous, mais je veux dire, quand ils étaient chez nous, on a voulu les exterminer. On les a chassés d'un peu partout, d'ailleurs, pratiquement tous les pays. Vous n'avez pas eu ce même phénomène dans les pays musulmans. Et quand certains disent que l'antisémitisme est un concept occidental, ça n'est pas complètement faux. Il y a une similitude beaucoup plus grande, si on veut bien, entre l'islam et le judaïsme qu'entre le judaïsme et la chrétienté, par exemple, ou même l'islam et la chrétienté. Donc, il y avait beaucoup de raisons
pour lesquels, même, je ne veux pas dire que tout s'est passé au fil des siècles de manière harmonieuse en permanence et partout, mais d'une manière générale, ils sont mieux entendus entre eux que nous avec eux, avec les uns et avec les autres. Et c'est d'ailleurs incident de voir que la grande majorité de la population israélienne aujourd'hui est en fait d'origine européenne. En fait, ils ont amené, d'une certaine manière, une arrogance très occidentale dans une région qui n'en avait pas besoin. Et c'est probablement un des facteurs, un des multiples facteurs qui fait que les Israéliens n'ont jamais réussi à s'intégrer dans ce monde qui autrefois acceptait bien les Juifs, n'est-ce pas ? Vous comparez la politique de sécurité de la Suisse et d'Israël? Oui, c'est ça, parce que la Suisse et Israël ont beaucoup de points communs. C'est des petits pays entourés de grandes puissances qu'à un moment donné de leur histoire, ils ont considéré comme potentiellement dangereuses. La Suisse aujourd'hui est un pays pacifique, mais jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la Suisse s'est toujours sentie entourée par des puissances qui étaient menaçantes. L'Empire austro-hongrois, et puis le Troisième Reich, l'Italie fasciste, etc., etc. Donc la Suisse a, jusqu'à la première moitié du XXe siècle, était considérée qu'elle avait des puissances qui potentiellement étaient hostiles autour d'elle. Comme Israël d'ailleurs, Israël a évidemment une existence plus récente, et ils ont eu aussi le sentiment qu'ils étaient entourés de puissances hostiles. Mais et là, c'est intéressant parce que l'approche du problème, la constatation est la même, mais l'approche du problème est totalement différente. Les Suisses se sont dit, si on a des puissances hostiles, que de toute façon, on n'arrivera pas à vaincre quelque part, on va essayer de promouvoir la stabilité et la coopération. Et c'est d'ailleurs un des leitmotifs de la politique de sécurité suisse, c'est la coopération, la sécurité et la coopération. Alors qu'en Israël, on a vu la sécurité par la confrontation. Donc, c'est une approche beaucoup plus volontariste, militaire, et qui s'est soldée d'ailleurs par plusieurs guerres, puisque la guerre de 1948, c'est une guerre finalement de conquête, des populations juives vis-à-vis des populations arabes, qui est arrivée à l'indépendance. Puis ensuite, on a la guerre de 1956, qui est de nouveau une tentative de guerre de conquête en direction de l'Égypte. On a ensuite la guerre de 1967, qui est de nouveau une guerre de conquête. Et puis la guerre de 1973, qui est finalement la conséquence de la guerre d'agression israélienne de 1967, puisque c'est finalement l'Égypte qui veut récupérer son Sinaï, en réalité, qui avait été acquis illégalement, qu'Israël aurait dû rendre, mais qu'il n'a pas fait. Et donc, l'Égypte veut la récupérer militairement. Et puis ensuite, les guerres de 1982, 2006. Donc, on a systématiquement une volonté des Israéliens de s'étendre, de prévenir les guerres en les déclenchant eux-mêmes, d'une certaine manière. Et ça, évidemment, c'est une manière de voir la politique de sécurité qui est diamétralement opposée à celle de la Suisse. Parce que ça veut dire que potentiellement, vous êtes parti de l'idée qu'il y avait des puissances ennemies, mais vous avez traité les autres comme des ennemis et vous êtes dans une situation d'antagonisme permanent. Même si vous avez signé des traités, et comme je l'ai dit, avec l'Égypte ou avec la Jordanie, c'est des traités qui ont été un peu signés avec le pistolet sur la tempe, donc on est dans une relation qui est très incertaine à certains égards. Donc, c'est vrai, la situation d'Israël est précaire, mais parce que je pense que sa stratégie de départ était une mauvaise stratégie. Pour vous, le modèle de lutte antiterrorisme, c'est ce qu'a fait Londres avec l'Irlande du Nord ou Madrid avec l'ETA? Non, alors, je cite ces exemples simplement pour dire que ni la Grande-Bretagne ni l'Espagne ont eu besoin de raser des villes, que ce soit Bilbao ou Belfast, pour résoudre le problème de terrorisme. Mais qu'ils ont, à un moment donné, ils ont compris qu'il fallait prendre une voie politique. Et que
quand vous passez d'une lutte contre le terrorisme à une stratégie politique, ça veut dire qu'à un certain moment, vous acceptez de parler aux gens auxquels vous ne vouliez pas parler avant. Et c'est la raison pour laquelle je pense que les pays qui aujourd'hui sont empressés de désigner le Hamas comme mouvement terroriste, je pense qu'ils ont été mal conseillés parce que vous fermez des portes en réalité. Vous n'arrangez strictement rien du tout. Surtout si le Hamas est un mouvement typiquement, les autres sont un peu du même jus, mais le Hamas est un mouvement qui opère que en zone de Palestine, n'est-ce pas? Donc en territoire occupé en réalité. Il n'opère pas du tout en dehors. Par exemple, la Suisse s'est inquiétée, ou sauf erreur, ils ont désigné le Hamas provisoirement comme mouvement terroriste. Déjà, c'est curieux comme formulation. Mais pour quelle raison? Il n'y a aucun lien entre la Suisse et le Hamas, n'est-ce pas? Et quand bien même quelqu'un du Hamas viendrait s'établir, ou enfin peut-être s'installer ou visiter la Suisse, il y aurait sans doute, il n'y a pas besoin de désigner le Hamas comme mouvement terroriste pour l'arrêter si c'est un criminel. Donc on est un petit peu dans une surenchère qui limite les options politiques et qui ne favorise rien du tout. De nouveau, je répète, si on avait fait la même chose avec Israël, on ne parlerait plus du tout à Israël. Parce que même ses premiers ministres étaient considérés comme des terroristes à un moment donné. Donc, vous voyez, nous mettons aujourd'hui dans des situations où on tourne en rond, ni plus ni moins. Au contraire, il faut trouver des portes. Qu'Israël considère le Hamas comme mouvement terroriste, bon, c'est son droit, puisqu'ils ont un problème avec eux. Mais les autres pays n'ont pas intérêt à le faire. Ils n'ont pas intérêt, ça n'a aucun sens qu'ils laissent la question Israël considérer Hamas comme terroriste, et puis de l'extérieur, comme ça, ils peuvent faire un travail de médiation. Si vous désignez le Hamas comme mouvement terroriste, vous excluez toute possibilité de médiation, puisque vous ne pouvez pas parler à un mouvement terroriste. Donc vous fermez les portes, ça n'a aucun sens. Mais c'est effectivement... Donc on a en Europe, la relation qu'on a avec la compréhension du terrorisme va même à l'encontre de la solution du terrorisme. On a confondu en Europe le terrorisme des années 60-70, qui était un terrorisme révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on avait dans nos pays des forces qui ne voulaient pas jouer le jeu de la démocratie et qui pensaient renverser ou modifier le gouvernement existant, les institutions existantes, par la force. Donc là, on est dans une situation où on a un terrorisme autochtone qui veut se substituer au mécanisme démocratique, et de là vient l'idée qu'on ne négocie pas, etc., etc. C'est logique. Mais le terrorisme qu'on a depuis les années 2000 est un terrorisme qui est issu de nos activités au Moyen-Orient. Et typiquement en Israël, c'est un terrorisme qui est issu des activités d'Israël. C'est une réponse. Donc la question qu'il faut se poser, c'est comment dois-je opérer pour que ce terrorisme n'apparaisse tout simplement pas? Alors, certains me diront, non, mais vous trompez, le terrorisme, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il apparaîtra quand même. On a créé en fait cette idée d'un complot islamiste mondial qui cherche à renverser les démocraties, etc. Je ne doute pas que certains, peut-être islamistes, l'aient évoqué, mais on le trouve en réalité, on ne le retrouve pas dans les écrits des islamistes, cette idée, ni même de l'État islamique, et en tout cas pas dans les mouvements palestiniens, qui, eux, ont toujours eu comme objectif la libération de leur territoire d'une occupation qu'ils considèrent, et qui est d'ailleurs, illégitime. Donc, là, l'Occident doit repenser sa manière de voir le terrorisme, parce qu'à force d'abord de mettre des labels
terroristes, on en arrive à finalement condamner des gens chez nous, parce que dès qu'on a quelque chose qui ne nous plaît pas, on met c'est un terroriste. Et en réalité, on amoindrit nos capacités de réponse au terrorisme avec ça. Parce qu'on arrive à des situations où finalement, n'importe quel lanceur d'alerte sur Facebook devient un terroriste. Notre lutte antiterroriste ne devient plus crédible, tout simplement. Et surtout, on n'agit pas sur les vraies causes du terrorisme. De nouveau, si nous n'allions pas bombarder à gauche et à droite, personne ne voudrait venir bombarder chez nous. Et de fait, le fait d'aller porter une bombe avec un avion en Irak ou en Syrie ou ailleurs dans le monde n'est pas différent que du gars qui vient avec sa ceinture de bombe chez nous, d'une certaine manière. Elle lui répond à ce qu'on a fait. D'ailleurs, c'est toujours ce qu'a dit l'État islamique, systématiquement. Ils n'ont jamais dit autre chose. C'est nous qui avons créé des scénarios de conquête du monde, etc. Mais eux ne l'ont jamais dit. Ce n'est pas du tout ce qu'ils veulent. Ils voulaient qu'on crée leur truc, qu'on les laisse créer leur truc. Alors, ça, c'est autre chose. Mais le fait est que ça doit être... C'est notre stratégie qui est en place. Est-ce que, pour les empêcher de créer un État islamique, est-ce qu'on est obligé d'aller les bombarder? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour le faire? Et c'est la même question que doit se poser Israël par rapport à la réduction de la résistance. Est-ce que le seul moyen d'empêcher une résistance, c'est d'aller bombarder la population? Est-ce qu'aujourd'hui, les Gazaouis vont être mieux intentionnés vis-à-vis des Israéliens qu'il y a 5 mois? Je ne suis pas si sûr. Donc j'ai plutôt l'impression que les Israéliens ont creusé davantage le problème qu'ils ne l'ont résolu. Et qu'est-ce qu'ils devraient faire, à votre avis? Aujourd'hui, on est dans une situation qui est évidemment extrêmement complexe, et puis on peut refaire l'histoire, mais il faudrait presque remonter dans le temps d'une certaine manière, mais comme on ne peut pas le faire, je pense qu'aujourd'hui, il faut commencer à réaliser que les revendications palestiniennes sont de réelles revendications, qu'elles sont justifiées au nom du droit international, que l'usage de la force armée pour les Palestiniens est reconnu par le droit international, puisqu'on a plusieurs résolutions, et notamment la fameuse résolution 45-130 de 1990, qui établit clairement que les Palestiniens ont le droit de résister à l'occupation israélienne par tous les moyens, y compris l'usage de la force ou de la force armée. Le fait que les Palestiniens résistent par la force armée à Israël est en fait légitime. Partant de ce constat, ou simplement de ce fait, à ce moment-là, si j'étais dirigeant israélien, mais probablement pas dans la même idéologie que M. Netanyahou, bien sûr, mais si j'étais dirigeant israélien, j'essaierais de voir comment est-ce qu'on peut accommoder la chèvre et le chou. Le problème, c'est qu'on a créé des situations qui sont pratiquement irréversibles, notamment dans les territoires occupés, enfin, en Cisjordanie, avec les implantations dans les territoires occupés, qui vont être extrêmement difficiles à retirer, parce que les colons, ceux qui sont installés là, ils ont leur vie là maintenant, ils ont leur maison, ils ont leur mode de vie, etc. Vous ne pouvez pas aller détruire leur maison, ça on fait avec les Palestiniens, mais ça va être difficile de le faire tout aussi bien avec... Ce sera même plus difficile, je pense, avec les colons israéliens. Les Palestiniens sont plus résilients, les Israéliens sont beaucoup moins, et ils deviendront très vite plus violents. Regardez Yitzhak Rabin, il a été assassiné par ses pairs. Je vous remercie Jacques Beau. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Opération déluge d'Al-Aqsa aux éditions Max Milo. Merci à vous.